Non, ChatGPT n'est pas le meilleur outil proposé par OpenAI. Il y en a un autre que je vais vous présenter dans cette vidéo et vous allez voir, son potentiel est encore plus important. ChatGPT, c'est en fait l'outil le plus populaire et qui est aussi le plus accessible pour le grand public. Mais si vous souhaitez vraiment exploiter tout le potentiel de GPT-4, eh bien vous allez voir que l'outil que je vais vous présenter dans cette vidéo est bien plus performant. Cet outil, eh bien c'est celui-ci, c'est le Playground d'OpenAI. Vous pouvez le récupérer sur l'adresse qui est juste ici et que bien entendu je vais vous partager en lien dans la description. Donc vous allez avoir besoin de créer un compte sur OpenAI pour pouvoir y accéder et une fois que ce sera fait, vous arriverez sur cette interface. Et cette interface, vous allez voir, elle va vous permettre vraiment de créer des prompts aux petits oignons et d'obtenir des résultats assez bluffants pour toutes sortes d'actions que vous souhaiteriez utiliser. Alors ce qu'on va faire dans ce tutoriel, c'est qu'on va découvrir, analyser tranquillement la plateforme. Je vais vous présenter toutes les fonctionnalités à connaître. Je vais vous montrer quelques exemples pour bien l'exploiter et après ça, une fois qu'on aura fait le tour de la plateforme et des deux fonctionnalités majeures qui sont la fonctionnalité chat et la fonctionnalité assistance, je vous présenterai différentes choses à savoir sur l'utilisation du Playground, à savoir combien ça coûte. On n'a pas besoin d'un abonnement pour utiliser le Playground d'OpenAI, mais vous serez quand même facturé quelques millièmes de centimes d'euros à chaque utilisation, mais on détaillera tout ça. Et puis ensuite, le point qu'on regardera, eh bien c'est finalement les avantages versus les inconvénients et on comparera l'utilisation du Playground avec l'utilisation de ChatGPT pour qu'à la fin de la vidéo, vous sachiez correctement comment utiliser le Playground, en tirer profit et que vous sachiez quand l'utiliser et si oui ou non il est adapté à votre contexte. Donc je vous propose maintenant de regarder un petit peu cette plateforme en détail. Comme je vous le disais précédemment déjà, il y a différentes fonctionnalités. Il y a une fonctionnalité chat, une fonctionnalité assistance qui est l'équivalent des GPT sur ChatGPT, vous allez voir c'est assez bluffant, et il y a une autre fonctionnalité qui s'appelle Complete juste ici, mais comme vous l'avez remarqué, elle est taguée Legacy dans le menu et c'est bien noté en bas à gauche de l'écran. Cette fonctionnalité elle est en quelque sorte périmée, donc on ne va pas la détailler dans cette vidéo. Nous on va vraiment se consacrer sur ces deux fonctionnalités principales, et donc la première qui est la partie chat, c'est l'équivalent de ChatGPT et vous allez voir son fonctionnement, il peut vous paraître compliqué comme ça, mais ce qu'il y a de bien avec celui-ci, c'est que vous allez voir que finalement, une fois que vous le prenez en main, il est plus intuitif. Et ensuite, vous allez voir que les fonctionnalités qui sont notamment à droite sur l'interface vont vous permettre de paramétrer encore plus en détail l'intelligence artificielle et du coup d'obtenir des réponses qui soient beaucoup plus à la hauteur de vos espérances. Alors comment ça se présente? Eh bien déjà on a une partie centrale juste ici qui est important de détailler. Donc déjà nous avons une partie système. La partie système en fait c'est un prompt que vous allez rédiger pour attribuer un rôle à l'intelligence artificielle pour la configurer en quelque sorte. Si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez que quand je vous explique comment du coup rédiger des demandes de qualité sur ChatGPT, je vais vous dire il faut attribuer un rôle à l'intelligence artificielle, ensuite détailler votre contexte et ensuite présenter la tâche que vous souhaitez que ChatGPT réalise. Et bien là ça va être la même chose, sauf qu'en fait le contexte et le rôle, vous allez pouvoir le spécifier juste ici. On va prendre des exemples après, vous allez voir comment ça fonctionne concrètement. Derrière, une fois que vous avez fait ça, que vous avez paramétré l'intelligence artificielle, et bien vous allez pouvoir cliquer sur Add Message juste ici et en fait la rubrique User que vous avez là, et bien c'est tout simplement l'équivalent de la barre de messages que vous avez sur ChatGPT. Donc ici dans la rubrique Systems, vous allez paramétrer le rôle et votre contexte et dans la rubrique User, vous allez discuter du coup avec l'intelligence artificielle pour réaliser une action. Je vais vous prendre quand même un exemple pour le moment. Alors voilà l'exemple que je vous ai préparé. Donc dans la rubrique Système, ce que je vais faire, c'est que je vais attribuer un rôle à l'intelligence artificielle en lui disant tu es un expert en sciences de l'éducation, tu as une expérience significative dans le domaine de la formation pour adultes avec une spécialité dans les thématiques digitales et technologiques, et je vais lui donner des informations sur mon contexte en lui disant je suis un formateur en marketing digital, je forme des adultes en reconversion professionnelle qui souhaitent entreprendre. Donc voilà pour toutes les informations que l'intelligence artificielle a besoin de savoir pour m'aider. Et donc dans la rubrique User, je vais lui demander quelque chose, une tâche à réaliser. Je vais lui demander de me proposer un programme de formation efficace
sur le Community Management pour débutants. Une fois que j'ai fait ça, eh bien je vais pouvoir cliquer sur soumettre juste ici et vous allez voir, l'intelligence artificielle va s'exécuter et va répondre à ma question. Donc là, elle est en train de me détailler un programme sur plusieurs semaines, donc 7 semaines au total, pour pouvoir apprendre le Community Management à des débutants. Donc voilà pour le fonctionnement de base, l'interface, en tout cas l'élément central de cette interface, la rubrique système, la rubrique user. Maintenant à côté, vous avez remarqué qu'il y a certains paramètres qu'on va pouvoir développer ensemble. Donc je vais juste effacer les conversations juste ici et on va détailler ces paramètres. Comme vous l'avez sans doute remarqué, ici je suis sur le modèle GPT 3.5 Turbo qui n'est pas du tout le meilleur du côté de chez OpenAI actuellement, c'est le plus rapide mais pas le plus performant et donc c'est avec le modèle GPT 3.5 Turbo que j'avais réalisé l'exemple précédent. Mais si vous cliquez sur ce modèle, eh bien en fait vous allez vous rendre compte que vous avez plusieurs possibilités. Donc vous avez des modèles GPT 3.5, vous avez également des modèles GPT-4. Le GPT-4 classique qui est sorti au printemps de l'année dernière, donc c'était le 14 mars 2023, et le GPT-4 Turbo qui est sorti en fin d'année dernière et qui est le plus performant, en tout cas à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo. Pour les modèles GPT 3.5, vous avez notamment celui-ci qui peut être intéressant, le GPT 3.5 Turbo-16K, car en fait il va vous permettre de traiter des contenus plus en profondeur et d'obtenir des réponses plus longues. Le 16K, c'est pour 16 000 tokens, donc qui équivaut grosso modo à 12 000 mots, soit un livre entre 70 et 80 pages approximativement. Donc ça peut être intéressant si vous avez des demandes en profondeur à traiter. Si vous êtes sur GPT-4 Turbo Preview, eh bien en fait vous serez limité, comme vous allez le voir juste ici, à 4095 tokens, donc un équivalent de 3000 mots, donc 4 fois moins finalement que ce que nous avons sur le GPT 3.5 Turbo 16K. Donc voilà pour la rubrique modèle ici au niveau des paramétrages, et donc puisqu'on vient d'aborder ces sujets des tokens, eh bien vous avez aussi un paramétrage longueur maximale juste ici que vous allez pouvoir paramétrer en fonction du coup du modèle que vous allez utiliser. Donc pour le GPT-4 Turbo, comme je le disais précédemment, on va être limité à 4095 tokens, mais vous pouvez demander à l'intelligence artificielle de répondre de manière plus courte. Vous allez voir que ça peut être intéressant selon les actions que vous souhaitez réaliser et du coup pour éviter que votre facture à la fin du mois dépasse votre budget. Rien ne sert de mettre 3000 mots de réponse si vous souhaitez simplement obtenir une réponse basique à une question. Donc là vous pourrez moduler la longueur du coup de la réponse et du contenu que vous allez partager avec l'intelligence artificielle que vous aurez sélectionnée. Donc ça va aussi induire le nombre de mots que vous pouvez mettre dans votre prompt. Donc là pour l'instant moi je vais rester à 2000 tokens par exemple, et derrière on va pouvoir détailler les autres paramétrages qui eux vont avoir un impact sur la manière en fait dont l'intelligence artificielle, et donc là en l'occurrence GPT-4 Turbo, va travailler sa réponse. Le premier paramétrage que vous avez ici, eh bien c'est un paramétrage qui s'appelle la température. La température, en tout cas sur le playground, eh bien c'est un paramétrage qui va de 0 comme vous le voyez ici jusqu'à 2. La température, ça sert à définir le niveau de créativité que vous attendez de la part de GPT-4 ou de GPT 3.5. Si vous définissez ce paramètre température sur 0, l'intelligence artificielle ne sera pas du tout créative. Si vous la mettez sur 1, et donc ce sera le réglage à privilégier la plupart du temps, vous aurez un niveau équilibré entre créativité et précision. Si vous allez jusqu'à 2, vous allez voir, on va faire quelques tests juste après, que l'intelligence artificielle va totalement partir en live et que parfois même ce sera juste illisible. On va faire des tests juste après, mais vous voyez l'idée. Une température de 0, c'est pour une précision optimale, ou plutôt une précision totale, et plus vous allez moduler vers le 2 et plus vous aurez un niveau de créativité élevé. Pour la longueur maximale, on l'a vu. Ensuite vous avez un paramétrage ici qui s'appelle stop séquence, et donc là en fait ce paramétrage vous allez l'utiliser si vous souhaitez que l'intelligence artificielle arrête de vous répondre une fois qu'elle a rédigé un certain mot ou une fois qu'elle a rédigé un certain symbole. Pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, je vous ai réservé l'exemple suivant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dans stop séquence qu'on souhaite que GPT-4 Turbo qui est paramétré ici, eh bien arrête
sa rédaction à partir du moment où il aura utilisé le mot dans sa réponse. Et donc ce que je vais faire juste ici, en tant qu'utilisateur, je vais lui demander de poursuivre la comptine, une souris verte qui courait. Et donc là vous allez voir que si je ne mettais pas dans, bien entendu, il continuerait la comptine au moins jusqu'à la fin de la phrase. Mais là en fait, comme j'ai mis dans stop séquence le mot dans, et bien en fait il n'ira pas au bout de sa réponse. Je lance la chose juste ici, une souris verte qui courait. Et donc du coup il va pas mettre le mot dans et en fait il s'arrête juste ici. Donc voilà comment ça fonctionne. Il y a plusieurs possibilités d'utilisation, notamment si vous souhaitez dans votre prompt que l'intelligence artificielle réalise une action spécifique qui va se terminer forcément par un mot spécifique. Vous pouvez le mettre ici et ça évitera de dépenser notamment des tokens inutilement. Donc voilà pour ce paramétrage. Je vais à nouveau effacer les messages pour qu'on ait une interface la plus clean possible et on va passer du coup aux critères de configuration suivants. Vous avez juste ici un critère qui s'appelle top P, c'est le nucleus sampling. Très concrètement, je vais faire très simple ici. En fait, là, vous allez paramétrer finalement le volume de mots dans lequel va piocher l'intelligence artificielle pour prédire sa réponse. Si on prend l'exemple de la comptine de tout à l'heure, quand je lui dis une souris verte qui courait, en fait, ce que va faire l'intelligence artificielle quand vous lui posez une question, c'est qu'elle va essayer de prédire au mieux le mot qui doit intervenir après la séquence, après la demande que vous avez réalisée. Donc quand vous posez une question, GPT-4 ou GPT-3.5 ne va pas vous répondre en réfléchissant à votre question. L'intelligence artificielle va mener des calculs de probabilité pour définir les mots les plus probables qui doivent intervenir après les vôtres. Et donc là, en fait, ce qu'on va faire en paramétrant du coup cet indicateur top P, eh bien, c'est qu'on va réduire ou agrandir le volume de mots dans lequel doit piocher l'intelligence artificielle. Et donc là, forcément, plus vous allez le faire piocher dans un volume de mots qui est élevé, et du coup, plus il pourra faire preuve de créativité. Donc généralement, le critère de température et le critère nucleus sampling, donc top P, sont assez reliés. Donc comment il fonctionne? Alors lui, c'est un indicateur qui va de 0 à 1, et en fait, plus vous allez tendre vers 1, plus vous allez lui demander de piocher dans un volume de mots qui soit fort. En fait, il faut voir ça un petit peu sous forme de pourcentage. Par exemple, ici, si je mets 0,2, en fait, je vais lui demander de piocher dans le top 20% des mots les plus probables. Si je vais plutôt vers 0,73, par exemple, je vais lui demander de piocher dans le top 73% des mots plus probables. Donc, vous voyez l'idée, et donc, évidemment, si vous descendez à 0,05, on sera uniquement dans le top 5% des mots le plus probables. Vous avez compris le fonctionnement. Et donc, du coup, plus vous allez tendre vers 0, moins l'intelligence artificielle finalement sera créative, et plus vous allez tendre vers le 1, et plus l'intelligence artificielle sera créative. Derrière, vous avez deux paramétrages qui parlent de pénalité juste ici, donc une pénalité de fréquence et une pénalité de présence. Ces deux paramètres vont être très intéressants à configurer si vous souhaitez contrôler le niveau de répétition que vous tolérez ou non dans la réponse de ChatGPT. Donc en fait, vous avez une fréquence penalty qui va être vraiment les pénalités que vous allez attribuer entre guillemets à l'intelligence artificielle en fonction des répétitions qu'elle va réaliser sur un mot, et vous avez la pénalité de présence qui elle va attribuer une pénalité dès l'utilisation d'un mot pour éviter finalement que lui soit directement réutilisé derrière. La nuance, la frontière, elle est très fine et ça peut du coup être difficile de vous faire comprendre ça en quelques minutes dans une vidéo, donc je vais pas pouvoir détailler, mais grosso modo ce que vous devez comprendre, la différence, la petite nuance qu'il y a entre les deux, c'est qu'avec la frequency penalty, donc la pénalité de fréquence, vous allez attribuer un niveau de pénalité qui va de 0 à 2, plus vous allez tendre vers 2, plus l'intelligence artificielle sera pénalisée en fonction des répétitions qu'elle va finalement réaliser dans un texte. Donc imaginons, elle utilise le mot rébarbatif, elle l'utilise une fois, elle va pas avoir de pénalité, mais c'est seulement à partir de la deuxième fois, donc à partir de la première répétition, qu'elle va commencer à être pénalisée. Donc en gros, plus vous allez tendre vers 2, et si vous tendez totalement à 2, eh bien en fait, vous lui interdirez de répéter une troisième fois le mot. Mais cette pénalité, elle intervient à partir de la première répétition. Alors que pour la pénalité de présence, ça va être un petit peu différent. La pénalité, elle va avoir lieu à partir du moment où l'intelligence artificielle
artificielle aura utilisé un mot. Donc si elle utilise le mot rébarbatif, il y aura déjà une pénalité, sauf si vous êtes à 0, mais il y aura déjà une pénalité qui sera attitrée à ce mot. Et donc si vous tendez là vers le 2 total, eh bien en fait, si l'intelligence artificielle utilise le mot rébarbatif, elle ne l'utilisera pas une deuxième fois. Donc il n'y aura même pas de la répétition. Grosso modo, il y a quelques cas très spécifiques dans lesquels vous allez utiliser l'un plutôt que l'autre, mais la plupart du temps, ces deux-là seront paramétrés de la même manière puisque vous attendez un petit peu la même chose. La fréquence de pénalité, vous allez plutôt la privilégier quand vous demandez à l'intelligence artificielle de rédiger des textes longs pour éviter par exemple qu'il y ait des répétitions dans un document de recherche ou encore dans un article de blog, alors que la pénalité de présence, vous allez plutôt l'utiliser dans tout ce qui est brainstorming. Vous recherchez des idées comme vous souhaitez que l'intelligence artificielle ne vous propose pas deux fois la même idée, et bien là vous allez pouvoir mettre une pénalité de présence élevée pour éviter qu'il revienne sur des idées qu'il aurait déjà pu vous partager. Donc la première plutôt pour créer du contenu et la deuxième plutôt pour brainstormer. Mais la plupart du temps, comme je vous le disais précédemment, les réglages seront identiques. Maintenant, ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est de tester un petit peu les différentes configurations possibles, parce que là, ça peut vous paraître abstrait, hormis la rubrique modèle, où là, c'est très simple, vous allez choisir quelle intelligence artificielle vous allez utiliser et peut-être, voilà, le longueur maximale aussi, qui est facile à comprendre, puisqu'elle va déterminer simplement le volume de tokens de mots que vous allez partager avec l'IA ou le volume de mots que vous allez demander dans la réponse de l'intelligence artificielle. Donc ces deux indicateurs sont simples, mais que ce soit température, top P et les pénalités de fréquence et de présence, ça peut paraître très délicat à manier, ça peut paraître abstrait présenté comme ça. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des tests et je vais vous montrer différentes configurations, des configurations créatives et des configurations plus précises, parce qu'en fait, ces indicateurs, c'est à ça qu'ils servent, déterminer précisément le niveau de créativité d'une IA, et du coup vous allez pouvoir vous en rendre compte par vous-même. Alors le premier exemple qu'on va prendre dans système, on va attribuer le rôle à GPT-4 Turbo que je vais garder en modèle défini juste ici, le rôle d'entrepreneur à succès, en lui disant tu as créé plusieurs startups innovantes que tu as su développer et revendre rapidement, et donc la demande que je vais lui faire, eh bien c'est la suivante: peux-tu me donner 5 idées de business à créer en 2024 pour générer un salaire de 2000 € par mois dès le premier mois? Donc là, vous allez voir ma configuration. Je vais me mettre sur GPT-4 Turbo. Pour la réponse, on va se mettre grosso modo à 1000 tokens. Ça va suffire pour avoir les 5 idées de business. Et donc, pour le niveau de créativité qu'on va attendre ici, eh bien, on pourrait se mettre à 1 pour le moment. Donc, on va garder un niveau de créativité précision qui soit équilibré. Derrière, ce qu'on va faire, du coup, pour être en adéquation aussi avec ce niveau de créativité équilibré, eh bien, c'est que dans Top P, on va lui demander de piocher dans les mots les plus probables. On va prendre un échantillon de mots qui soit assez finalement restreint, le top 30% des mots dans lesquels il va pouvoir piocher pour constituer sa réponse. Et du coup, pour les pénalités de fréquence, comme on souhaite du coup qu'il soit le plus précis possible, eh bien on va pas tendre vers 0, vous allez voir la différence juste derrière, mais on va plutôt tendre vers quelque chose d'équilibré juste ici, et donc pourquoi pas mettre 1 sur les deux indicateurs. Et donc là vous avez une configuration qui est grosso modo une configuration équilibré. Je vais soumettre la réponse et du coup on va avoir des résultats logiquement de business ici qui vont pas vraiment sortir de la norme. Ça va être sans doute des idées de business que vous avez déjà vues dans des vidéos YouTube ou que sais-je, parce que voilà, on lui demande d'être finalement pas très créatif. Donc il nous propose par exemple ici des services de consultation en durabilité pour petites entreprises, une plateforme d'apprentissage en ligne, donc de la formation en ligne, une box mensuelle de produits locaux, ou encore une application mobile pour la santé mentale, ou une agence marketing digital. Donc vous le voyez là pour le coup en termes de créativité, on est vraiment finalement très loin d'idées très originales. Et bien ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais effacer sa réponse juste ici. On va garder le même prompt système, on va garder la même demande juste ici, parce qu'en fait quand on brainstorm, finalement la configuration qu'on a ici c'est peut-être pas la meilleure. On veut plutôt quelque chose de créatif pour pouvoir avoir des idées innovantes et creuser des idées auxquelles on n'aurait pas pensé nous-mêmes. Donc en fait, dans ce cas spécifique, dans le cas voilà de brainstorming et de recherche d'idées, on va plutôt
préférer une configuration créative. Donc pour le modèle, on va rester sur GPT-4 Turbo. Pour la longueur maximale, vous l'avez vu, ça suffit amplement, on va rester sur 1000 tokens environ. Par contre, sur la température, on va lui demander d'être très créatif. On va lui demander plutôt d'aller vers 1, je vais lui mettre 1,7 par exemple en température. Donc ça commence à être déjà très très élevé. Et donc ce qu'on va faire, du coup dans le top P, comme on veut qu'il soit créatif, on va lui donner plutôt la possibilité de piocher sur un volume de mots qui soit plus profond, qui soit plus important. Et donc là, on va tendre plutôt vers le 1 et je vais lui mettre 0,9 par exemple ici. Donc on va lui demander de piocher dans le top 90% des mots le plus probable. Et donc là, où ça va être très intéressant pour plutôt de la créativité, et bien là, vu qu'on est dans la recherche d'idées et qu'on veut pas qu'ils se répètent, on va plutôt du coup mettre des fréquences de pénalité qui soient plus élevées. Donc on va plutôt aller sur 1,7 ici, je vais mettre 1,7 même sur de la pénalité de présence. Alors là, pour le coup, pour les puristes, c'est pas du tout, enfin c'est pas au détail près, c'est pas la configuration optimale, mais en tout cas là, on a une idée d'une configuration qui est plus créative. Et donc vous allez voir que si je lui fais la demande juste ici et que je soumets, logiquement, les réponses que je vais avoir vont être plus créatives que les réponses que j'ai eues précédemment. Je lance et on découvre ça ensemble. Donc voilà, c'est parti, il commence à me répondre et donc là vous voyez les idées, elles sont déjà moins courantes. Un service mobile de nettoyage écologique pour véhicules, une boîte repas à cuisiner personnalisée selon les régimes alimentaires, une application web destinée à aider les indépendants dans leur gestion administrative. Donc là vous le voyez, les idées sont plus innovantes que ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc c'est à ça que sert la température top P et les pénalités de fréquence et de présence, c'est vraiment à moduler le niveau de créativité. Donc j'espère que c'est clair. Si c'est pas le cas, vous pouvez mettre des questions en commentaire et j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible, ou les personnes qui passent par là pourront vous aider. Donc là pour l'instant je vais annuler cette réponse puisqu'on a déjà vu le fond de ce qu'on souhaitait voir, et on va prendre un autre exemple pour que vous puissiez voir encore une nouvelle fois. Et pour cet exemple, eh bien on va prendre une action qu'on va proposer à GPT-4 Turbo, mais une action qui cette fois nécessiterait plutôt une configuration qui soit moins créative et plus précise. Donc généralement la configuration créative, ça va être pour du brainstorming et de la recherche d'idées, et une configuration plus précise, ça va être pour de la création de contenu, de la recherche par exemple, etc., de la rédaction de documents, de la réponse à des emails notamment. Et donc là, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais prendre un prompt que j'avais préparé pour ce tutoriel, et cette fois, on va positionner donc l'intelligence artificielle comme justement un expert en IA et en prompt engineering, donc qui est cette discipline de rédaction des prompts des demandes à l'intelligence artificielle. Et on lui dit, il maîtrise toutes les techniques pour exploiter les IA génératives, donc génératives de texte ou encore d'images, et donc tous les paramètres qu'on vient notamment de détailler ensemble, à privilégier pour réaliser une action. Et donc là, ce que je souhaite que GPT-4 Turbo réalise, puisqu'on va rester sur ce modèle pour le moment, eh bien, on va lui demander de nous rédiger une note interne qu'on pourrait communiquer à notre service ressources humaines sur les bonnes pratiques à suivre pour rédiger une demande optimale, un prompt dans leur domaine d'activité. Et donc là, en fait, on veut pas du tout que l'intelligence artificielle fasse preuve de créativité, puisqu'elle doit présenter un process précis à suivre, qu'on puisse suivre à la lettre. Donc là, on va plutôt opter pour une configuration qui soit la plus précise possible. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt tendre vers le 0. Donc on va peut-être mettre une température ici, je vais proposer voilà 0,7, je pense que c'est plutôt pas mal. Pour le nucléus, du coup, on va lui demander de rechercher du coup dans un échantillon de mots plus petits pour qu'il soit le plus précis possible. Donc là, on va peut-être mettre 0,30, ça va être de piocher dans le top 30% des mots les plus probables. Je vais même descendre à 0,15, le top 15% des mots les plus probables. Et pour la fréquence de... pour les pénalités notamment de fréquence et de présence, là, on s'en fiche un petit peu. Il peut répéter prompt autant qu'il veut, il peut répéter autant les choses qu'il veut si c'est nécessaire pour que les collaborateurs puissent comprendre comment bien utiliser l'intelligence artificielle. Donc là, on va mettre 0,25 sur les deux et donc ça fera l'affaire. Donc vous le voyez, si on baisse la température, si on baisse le top P, si on baisse du coup les pénalités, généralement on sera sur une configuration plus précise. Et inversement, si on augmente, on sera plutôt sur une configuration créative. Et donc même là, peut-être ce que je vais faire pour vous montrer un petit peu le potentiel de tout ça, on va pas rester sur GPT-4, on va plutôt mettre GPT 3.5 Turbo 16K et on va lui
demander du coup finalement de rédiger une réponse qui soit maximale juste ici. Donc il ira jamais jusqu'aux 16 000 tokens parce que ça paraît assez important pour ce type d'action, mais en fait là il va quand même aller en profondeur pour rédiger une note qui sera peut-être plus détaillée que sur GPT-4. Donc on va voir sa réponse tout de suite, et donc là vous le voyez, c'était un petit peu volontaire aussi de ma part, vous avez un message en rouge juste ici qui est rogné par ma webcam, donc je vais pousser un petit peu ma webcam, mais en gros ça m'explique que du coup GPT 3.5 il est limité à 16 490 tokens, mais en fait vous le voyez, du coup dans mon message j'utilise 106 tokens, et si je lui demande derrière d'aller jusqu'à la maximum length juste ici, et bien en fait il dépasserait son volume de tokens. Donc là en fait je vais devoir réduire du coup ce volume ici, on va mettre 12 000 tokens, ce qui va déjà être vraiment pas mal, mais donc ça c'est un point que je souhaitais vous présenter. Quand vous réglez ici le nombre de tokens, ça prend en compte à la fois votre message et la réponse du coup de l'intelligence artificielle. On va maintenant soumettre les choses juste ici, et donc là vous allez voir, on va avoir notre note interne. Donc là c'est bien, c'est qu'on a un objet, bonne pratique pour rédiger un prompt optimal dans le domaine des ressources humaines, chers collègues du service des ressources humaines, et du coup il va commencer à rédiger sa note qui va finalement éclairer les collaborateurs. Et si vous lisez un petit peu la réponse, eh bien vous allez voir que là pour le coup on est vraiment dans quelque chose de plutôt précis, à l'inverse de créatif. L'autre chose que je souhaitais vous montrer, c'est aussi ça va être important pour éviter de faire un petit peu n'importe quoi avec les réglages que vous avez ici. On pourrait se dire, moi je veux full du coup créativité, et donc on pourrait lui dire, je vais garder la même demande, peu importe, c'est pour l'exemple, mais lui dire, moi je veux une température maximale, je veux du coup que tu ailles piocher dans les mots, un volume de mots le plus fort possible, donc je vais tendre vers 1, et pour les fréquences de pénalité, enfin les pénalités de fréquence et de présence, là c'est pareil, je m'en fiche un peu, donc tout va tendre vers 0. Et donc quand vous avez typiquement ce genre de réglage juste ici poussé aux extrêmes, vous attribuez totale carte blanche à l'intelligence artificielle. Et donc si on lui demande ça, vous allez voir juste ici ce qui va se passer, on va lui donner totalement carte blanche, et voilà ce qui se passe. Donc il commence un petit peu pareil avec un objet et puis chers collègues, etc. Par contre derrière, comme il peut piocher un petit peu n'importe où, mais en fait là il est en train de rédiger quelque chose qui est juste incompréhensible pour nous. Ça l'est pour lui, il sait pourquoi il répond ça de cette manière-là avec tous les paramétrages qu'on a mis sur la droite, mais là c'est juste illisible. Donc en fait, ce que vous allez faire une fois que vous allez prendre en main le Playground, et notamment ces paramétrages, eh bien c'est que vous comprendrez qu'il faut généralement trouver un bon équilibre en fonction du coup des actions que vous souhaitez réaliser, et c'est la raison pour laquelle ici vous pouvez enregistrer vos réglages. Ça va être assez intéressant. Vous allez pouvoir enregistrer par exemple un réglage créatif ou un réglage précis, et du coup vous n'aurez plus besoin d'y revenir à terme. Et je vous ai déjà donné des éléments pour avoir une config créative et une config du coup précise, donc vous pouvez partir sur ces paramètres, les enregistrer, et comme ça vous n'aurez pas besoin d'y revenir. Donc voilà pour ce que je souhaitais vous présenter sur la rubrique chat. Une autre fonctionnalité quand même qui va être intéressante, c'est que vous avez la possibilité aussi de partager du coup la conversation ou la configuration que vous avez ici avec des collaborateurs pour qu'ils puissent y accéder derrière. Donc ça va être intéressant, mais voilà, la partie chat juste ici, elle va vous permettre du coup d'avoir une expérience un petit peu comme ChatGPT. Vous l'aurez néanmoins peut-être remarqué, il y a quelques limites à ça que j'avais prévu d'aborder en fin de tutoriel, mais c'est pas grave, on va pouvoir en parler dès maintenant. Les limites de ce chat par rapport à ChatGPT, c'est que vous ne pouvez pas générer d'image, c'est qu'il n'est pas connecté à Internet, en tout cas pour le moment avec les modèles que j'ai à ma disposition au moment où j'enregistre ce tutoriel, et donc du coup ça peut être problématique si vous souhaitez réaliser des tâches nécessitant ces fonctionnalités. Néanmoins, avec du coup la fonctionnalité suivante qui est disponible sur le Playground, vous allez voir qu'on pourrait régler ces limites, au moins en partie, puisque vous allez pouvoir travailler avec des fichiers dans différents formats, et ça c'est très intéressant. Donc pour accéder à cette partie assistant, vous avez plusieurs possibilités. Soit en haut à gauche, cliquez sur assistant juste ici, ou alors vous allez pouvoir aller sur assistant juste là, et vous allez arriver sur une interface comme ça, qui sera probablement vide pour vous si vous utilisez cette fonctionnalité pour la première fois. Et donc ce que vous allez pouvoir faire, eh bien c'est cliquer sur le petit créer juste ici, et donc vous arriverez sur une interface comme celle-ci. Et donc cette interface, vous allez voir, elle est quand même très très simple à configurer. Vous allez donner un nom à votre assistant, vous allez lui mettre des instructions comme pour les GPTs. Si vous n'êtes pas familier de cette fonctionnalité GPTs, je l'ai abordé dans un tutoriel complet sur la chaîne, ça s'affiche
en haut dans le petit i à droite de l'écran et ce sera en lien dans la description. Vous pouvez aller voir du coup pour regarder un petit peu les bonnes pratiques à suivre. Ça vous donnera aussi des billes du coup pour paramétrer votre assistant juste là, mais le fonctionnement pour le moment est juste le même. Vous avez la possibilité de sélectionner du coup différents modèles d'intelligence artificielle. Donc le plus efficace pour le moment, c'est GPT-4 Turbo Preview. C'est pas le plus stable. Attention, généralement, je vais recommander plutôt aux personnes de rester sur le GPT-4 pour le moment, en tout cas pour des actions régulières. GPT-4 Turbo, c'est pas, voilà, il peut y avoir quand même quelques bugs, donc voilà, des messages d'erreur, donc c'est à avoir en tête. Donc là, on va mettre quand même GPT-4 Preview. Et derrière, vous avez différents outils. Donc vous avez une rubrique Functions qu'on va pas détailler dans ce tuto parce que ce serait un poil complexe, mais vous en avez deux autres qui vont être très intéressantes. Juste ici, une partie code interpréteur qui va, comme son nom l'indique, eh bien attribuer à votre assistant des capacités en code, écrire et exécuter du code. Donc ça va être important pour partager notamment des fichiers PDF ou des fichiers Excel que vous souhaiteriez partager avec votre assistant. Et vous avez aussi une rubrique Retrieval ici qui va autoriser du coup votre assistant à aller piocher dans des documents que vous auriez pu partager par le passé avec OpenAI. Généralement, ces documents, vous allez les partager dans les assistants et quand vous partagez un document ici en cliquant sur Add juste là dans Files, eh bien en fait vous pourrez le retrouver à l'avenir dans la rubrique Storage, dans le menu juste ici. En fait, vous allez pouvoir récupérer les documents que vous avez partagés par le passé. Donc voilà, c'est une petite tips, un petit tips que je vous donne au passage. Donc voilà, pour la création de votre assistant, à quoi sert du coup un assistant? Un assistant, comme les GPTs, eh bien en fait, sont là pour vous assister sur une tâche spécifique et donc vous allez pouvoir les utiliser pour différentes choses. Je vous donne un exemple comme ça. Là, ce qu'on pourrait faire, on pourrait créer un assistant qui soit répondeur email Ludo par exemple, et donc c'est un assistant que je vais utiliser pour répondre à mes emails. Donc là, ici dans les instructions, je vais lui expliquer qu'il est un expert dans un domaine d'activité spécifique. Donc pour les miens, ça va être l'intelligence artificielle ou le marketing digital, et donc on va lui dire derrière que je souhaite que tu m'aides à répondre à mes emails et en rédiger des nouveaux. Donc là, les instructions sont pas du tout optimales, vous le savez, notamment si vous suivez la chaîne sur les bonnes pratiques en termes de rédaction de prompt, si vous avez vu le tuto sur les GPTs, mais ça fera l'affaire pour l'exemple. Et donc là, on va lui dire dans les instructions, pour ça, tu vas analyser les documents que je t'ai partager afin de rédiger comme moi. Je vais mettre ça juste ici, vous voyez un petit peu là où je veux en venir. Ce qu'on va faire juste ici, eh bien c'est que derrière, en activant, il faudra activer la fonctionnalité Code Interpreter si vous souhaitez que votre assistant puisse accéder aux documents que vous allez partager ici. Mais là, ce qu'on pourrait faire, eh bien c'est mettre en fichier d'anciens emails que j'ai rédigés pour qu'il puisse rédiger comme moi, de lui mettre pourquoi pas des FAQ que nous avons sur différents produits ou services que nous vendons et que nos clients nous pose régulièrement comme question, comme ça il aurait même les réponses aux questions. Et donc une fois qu'on a fait ça, eh bien on a un assistant complet qu'on pourra utiliser derrière et qui pourra répondre à nos emails. Donc ce qu'on fera tout simplement, c'est qu'on pourra copier-coller un email ici ou lui demander de rédiger un email et il le fera en allant chercher dans les ressources que nous avons partagées juste là. Une fois que vous avez fini du coup de paramétrer votre assistant, vous avez juste à fermer et vous allez l'avoir enregistré juste ici. Comme vous le voyez, il m'en a enregistré même plusieurs pendant la préparation de ce tutoriel. Et donc voilà comment fonctionne cette partie assistant. Cette partie assistant, elle est très intéressante car en fait vous allez pouvoir l'automatiser en passant par des logiciels de no-code que j'aborde dans ma formation Automatiser ChatGPT. Je vous montre comment automatiser l'intelligence artificielle et notamment dans une prochaine mise à jour qui arrivera très bientôt, là dans les prochaines semaines, je vous montrerai comment automatiser spécifiquement ce genre d'assistant. Et évidemment, le champ des possibles est assez conséquent. Je vais juste vous montrer un exemple juste ici d'un assistant que j'ai pu créer pour préparer une de mes vidéos. Donc cet assistant, je l'ai appelé Coach France IA. Et donc ce que j'ai fait ici, comme vous le voyez dans l'écran, c'est que je lui ai partagé des informations sur l'AI Act, qui est la réglementation sur l'intelligence artificielle de l'Union européenne, et sur le rapport, le plan d'action intelligence artificielle du gouvernement français. Et donc là, j'ai créé mon assistant en le positionnant comme un expert de ces réglementations et
pour qu'il puisse répondre à toutes mes questions sur ces documents. Et donc, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je peux l'utiliser de cette manière. Vous le voyez, j'ai encore la possibilité, hein, si je le souhaite ici, de modifier du coup les différents modèles que je peux utiliser. Je vais utiliser plutôt le GPT-4 0613 qui est plus stable que les autres, et donc pour éviter d'avoir un bug dans l'utilisation, dans la démo du coup de mon assistant, je vais mettre plutôt celui-ci. Et donc en fait là, ce que je peux faire, c'est que je peux lui poser n'importe quelle question sur les réglementations que j'ai pu définir juste ici. Et donc là, vous le voyez, je lui ai fait la demande, et donc je lui ai demandé de me lister les incompatibilités entre les AI Act et le plan IA français. Donc j'ai fait une demande vraiment basique pour le moment, et donc vous le voyez, donc là il a d'abord pas trouvé le mot incompatibilité, donc il ne peut pas répondre à ma question directement, c'est ce que je lui ai demandé dans les instructions, donc il le fait de cette manière-là, et donc derrière il va essayer d'accéder au document. Donc là vous le voyez, j'ai un message d'erreur, et en fait j'ai dû relancer, et je vais vous expliquer pourquoi, et je l'ai relancé avec le GPT-4 11.06 qui fait que finalement j'ai les bugs parfois qui peuvent arriver sur ce genre de fonctionnalité. Mais pourquoi je l'ai relancé? Parce que tout simplement tout à l'heure je vous ai dit que l'option Retrieval, vous alliez l'activer du coup pour pouvoir récupérer d'anciens documents que vous avez partagés, mais vous devez aussi l'activer si vous souhaitez que votre assistant accède au fichier PDF. Donc là vous le voyez, en fait il y arrive, hein. Il arrive vraiment à accéder aux documents, à retrouver des choses, etc. Ce qu'il y a de bien avec la fonctionnalité Code Interpreter, c'est qu'en fait il mène des actions et qu'il va du coup répéter, il va tenter différentes choses jusqu'à arriver à l'atteinte de ses objectifs. Et donc là derrière, voilà, il commence à trouver des choses, et donc il pourrait m'apporter à la fin la réponse à ma question. On va pas aller jusqu'au bout parce que la vidéo durerait une plombe, et donc moi j'avais encore d'autres choses à vous présenter, notamment la rubrique coût de tout ça. Combien ça coûte d'utiliser le Playground, que ce soit la rubrique assistante ou la rubrique chat qu'on a bien développé dans ce tutoriel. J'avais pas prévu d'aller autant dans les détails, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez m'aider en mettant un commentaire. Mettez-moi n'importe quoi en commentaire, j'ai aimé le tuto ou peu importe, bref, un mot-clé par exemple, tenez, le mot-clé licorne qui est juste ici. Je voulais vous montrer ça, c'est pas grave, je l'ai pas fait, mais donc on ne peut pas générer d'image dessus, donc voilà, c'était l'occasion. En fait, j'aurais juste eu un message d'erreur si je lançais la chose, mais je vous en ai parlé tout à l'heure, donc on va pas le refaire. Donc voilà, vous pouvez me mettre le mot-clé licorne en commentaire si vous êtes encore là, ça aidera en plus au référencement de la vidéo. Et donc du coup, comme je le disais précédemment, combien ça coûte d'utiliser ces deux fonctionnalités? En fait, vous allez voir, ça coûte vraiment pas très cher. Pour le savoir, pour savoir combien vous dépensez, vous avez une rubrique usage juste ici qui va vous permettre de voir combien vous dépensez. Et donc là, pour les tests que j'ai fait aujourd'hui dans le tuto, plus du coup les utilisations que j'ai pu avoir ce matin du Playground, donc vous le voyez, j'ai dépensé 7 centimes au total, ce qui est assez incroyable puisque j'ai rédigé des articles avant ça, et en plus, voilà, par exemple pour la requête tout à l'heure que j'ai faite sur GPT 3.5 Turbo, voilà, j'ai dépensé 1 centime de dollar. Donc voilà, c'est très dérisoire, mais il faut le savoir, ça a un coût d'utiliser l'intelligence artificielle de cette manière, mais si vous l'utilisez de manière très ponctuel, en fait ça vous coûtera nettement moins cher qu'un abonnement à ChatGPT. Et l'autre chose en fait que vous allez pouvoir paramétrer, c'est dans la rubrique Settings Billing, en fait vous avez la possibilité de créditer votre portefeuille OpenAI, et donc là vous le voyez sur ce compte de démo, j'ai mis 10 $, et donc en fait je ne peux pas dépenser plus de 10 $. Et vous avez aussi la possibilité dans les limites de choisir des limites si vous le souhaitez. Si vous activez du coup le remplissage automatique de votre portefeuille à chaque fois qu'il est vide, en fait vous pouvez mettre d'autres limites pour vous dire je veux pas dépasser un budget de 100 $ par mois par exemple. Donc c'est ce que j'ai mis ici dans les paramètres à titre d'exemple, et derrière vous avez même la possibilité de mettre un autre niveau à partir duquel vous souhaitez recevoir un email. Donc voilà, tout ça peut être très très bien contrôlé, et du coup ça peut être intéressant pour cadrer votre budget. Donc voilà ce que je souhaitais vous présenter sur le Playground. Maintenant, faisons un petit point sur les limites et les avantages de cet outil. Les limites, on les a déjà abordées au fil finalement des différents tests qu'on a pu faire. C'est qu'en fait, ici, vous allez pouvoir sélectionner différents modèles d'intelligence artificielle, vous avez plus de choix, mais néanmoins, vous n'avez pas des fonctionnalités comme la génération d'images ou encore la connexion à Internet. Donc si vous avez besoin de ces tâches, passez par le Playground, ça ne sera pas de grande utilité. Et ensuite, les avantages, je pense que vous avez pu, en tout cas je l'espère, les identifier au fil de ce tutoriel, c'est que vous avez beaucoup plus la main sur les paramétrages et que vous pouvez obtenir des réponses beaucoup plus performantes que sur ChatGPT. Sur ChatGPT, en fait, vous passez par des modèles de langage similaires à ceux-ci, mais il y a une surcouche
qui est sur l'outil qui fait qu'en fait, votre demande, elle est finalement convertie pour que l'intelligence artificielle puisse la traiter et qu'elle puisse la traiter à moindre coût. Et ça, pour le savoir sur ChatGPT, eh bien, c'est assez facile. Vous pouvez récupérer du coup ce qu'on appelle le pré-prompt qui va vous donner des informations du coup sur la manière dont traite votre demande ChatGPT. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, donc je vais pas détailler, mais c'est en faisant cette demande juste ici. Et donc en fait, si vous creusez un petit peu là-dessus, et j'en ai parlé dans la vidéo qui s'affiche à l'écran, ChatGPT est bien bridé, comment contourner les limites, puisqu'il y a quelques astuces pour contourner ces limites, mais en fait voilà, il y a des limites, notamment dans le nombre de mots que peut produire ChatGPT, ou encore dans le nombre de temps que peut attribuer ChatGPT à chacune de vos demandes. Et ça, ce n'est pas le cas sur le Playground. Donc en fait, sur le Playground, vous avez une plus grande liberté de configuration, moins de limites, et du coup, d'un point de vue facturation, ça peut être aussi très très intéressant, puisque finalement, vous pouvez, pour atteindre les 20 $ par mois, il faut quand même y aller, il faut quand même bien bourriner. Moi, je les atteins même pas en utilisant du coup le Playground et en automatisant aussi l'API GPT 3.5, GPT 4, mais ça, j'en parle dans ma formation qui est en lien dans la description. Et puis le dernier avantage que je souhaitais vous présenter quand même ici, et c'est présenté voilà en bas à droite, je vais juste pousser ma webcam une nouvelle fois pour que vous puissiez voir ça, mais c'est bien noté voilà ici par OpenAI, en fait toutes les informations et toutes les demandes que vous allez faire à l'intelligence artificielle via le Playground, eh bien ne seront pas utilisées par OpenAI pour entraîner ces modèles de langage, ce qui n'est pas le cas avec ChatGPT, hormis, et je vais vous montrer ça dans les paramètres et on finira là-dessus, hormis si du coup dans Data Controls, eh bien vous enlevez du coup l'historique de vos messages, mais si vous faites ça, du coup vous pouvez plus accéder à vos anciennes conversations, donc c'est assez désagréable, en tout cas moi dans mon utilisation j'en ai trop besoin pour pouvoir activer ça, donc en fait j'ai mes données, voilà, quand je suis sur ChatGPT, en tout cas avec l'abonnement ChatGPT+, mes données peuvent être exploité par OpenAI et ce n'est pas le cas sur le Playground. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel complet vous aura plu sur cet outil que j'utilise vraiment régulièrement au quotidien. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Comme d'habitude, vous le savez, je suis allé vraiment dans les détails, donc je pense que je vous ai expliqué tout ce qu'il y avait à savoir sur le Playground dans cette vidéo. Donc je pense que c'est le tuto le plus complet que vous trouverez gratuitement et surtout en français sur YouTube. Donc voilà, vous pouvez me laisser un commentaire, mettre un pouce sur la vidéo, c'est important pour la faire connaître, et vous abonner à la chaîne. On approche tranquillement mais sûrement des 100 000 abonnés au moment où j'enregistre cette vidéo, donc ça c'est cool, merci à vous. Mais si vous n'êtes pas abonné, vous êtes 70%, même un peu plus à regarder mes vidéos sans être abonné, et bien voilà, si vous vous imitez tous en cliquant sur ce bouton gratuitement, et bien en fait on va arriver très rapidement aux 100 000 abonnés et ce sera un super objectif d'atteint. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous partagerai des tutos, des astuces, des démos, des outils, des actus, bref tout ce que je peux connaître et découvrir de l'intelligence artificielle, avec toujours ce but de vous donner toutes les clés, et c'était encore le cas je pense aujourd'hui, pour que vous puissiez vraiment profiter de toutes les opportunités que l'IA génère. À très bientôt donc, ciao.